du coup, effectivement, enfin, c'est pour ça que je serais curieux de connaître exactement les ventes, mais ça marche bien quand même. Hein. Moi, on me l'a offert justement, je pense, pour un de mes anniversaires. C'est une dessinatrice, une amie dessinatrice qui me l'a offert. Puis quelques années après, quand j'ai travaillé pour Sarbacane comme éditeur, Sarbacane connaissait l'œuvre de Yann Ril, avait commencé même à adapter les choses et travailler avec l'éditeur Gaïa, qui est l'éditeur qui publie tout ce que fait Yann Ril, et qui a même été créé pour Yann Ril. C'est-à-dire que Susan Yule, l'éditrice, au départ, elle a essayé de faire connaître Yann Ril en France en le proposant à des éditeurs qui n'en ont pas voulu. Et elle s'est dit, c'est impossible que ce soit pas connu, pas publié en France. Et ça lui a donné envie de monter une maison d'édition construite autour de Yann Ril. Et elle n'a pas regretté depuis, parce que ça a bien marché, et puis qu'ils ont publié des tas de choses formidables derrière, en dehors de Yann Ril. Et donc tout ça pour dire qu'il y avait déjà un goût pour Yann Ril chez Sarbacane. Et de l'autre côté, ça faisait longtemps qu'on voulait travailler avec Ancrel et moi ensemble. Et je lui ai fait lire les Racontards, qu'il ne connaissait pas. Dans les premiers récits de La Vierge froide et autres Racontards, les 2-3 premières nouvelles, il s'est demandé où ça menait, si on pouvait faire ça en bande dessinée. Puis après, il était complètement piégé par le truc. Il a imaginé les personnages, il était dedans complètement, et il était incapable d'en sortir. Et moi, c'est pas pour rien que j'ai proposé ça, parce qu'en fait, les Racontards, pour situer un peu, sont des trappeurs qui vivent dans les années 50 dans le nord-est du Groenland. C'est des conditions extrêmement difficiles et il faut avoir une personnalité très particulière, très endurante, très résiliente pour pouvoir vivre dans ces conditions-là. Et dans ces récits-là, il y a à la fois une grande intimité parce que ces trappeurs vivent dans quelques mètres carrés dans une cabane à 2, 3 ou 4 quand c'est un tout petit peu plus grand, c'est très rare. Et de l'autre côté, quand ils sortent, c'est un désert, c'est une immensité extraordinaire. Donc et puis une nature hostile. Donc il y a un contraste très fort entre la chaleur et l'intimité. Enfin, la chaleur est relative, mais la chaleur qui doit se recréer justement pour survivre, et puis l'hostilité extérieure. Et donc quand on est dans une cabane entre trappeurs, et qu'on peut difficilement sortir à certaines périodes, et ben on se raconte des histoires. Et ils vivent aussi énormément de choses, les trappeurs. Et donc ces histoires-là, Yann Ril les définit comme un racontard, c'est une histoire vraie qui pourrait passer pour un mensonge, à moins que ce ne soit l'inverse. Et effectivement, ce qui est important, c'est la crédibilité du récit et la manière de raconter. Et c'est-à-dire qu'il le raconte très bien lui-même, Yann Ril, dans ses nouvelles. C'est quelqu'un lance une piste d'histoire, et puissant si en face ça prend un petit peu, si c'est crédible ce qu'il raconte, et puis il continue. Et il y a un moment donné, s'il se rend compte que ce qu'il a vécu, et même s'il a vraiment vécu, si c'est trop extraordinaire, et qu'il ne va pas trouver l'angle pour le raconter et que ce soit réaliste, d'une certaine manière, ou crédible en tout cas, pas réaliste mais crédible, aux yeux de son interlocuteur, ou plutôt à ses oreilles, il va peut-être lâcher l'affaire, ou même il va s'auto-censurer en disant il y a une histoire comme ça où le type est coincé par un ours dans une cabane et il ne peut plus sortir, et voilà. Et là il se dit si je raconte ça, je vais passer pour un branque, personne ne va me croire. Donc il a vraiment vécu, mais en fait elle n'est pas racontable, je ne vais pas la raconter. Et puis il y en a d'autres qui sont intéressantes, mais ils vont broder, ils vont en faire plus que ce qu'ils ont vécu, mais toujours dans la limite de ce que l'autre va pouvoir accepter comme étant crédible. Ils sont latins finalement. Un peu. Et John Dale a vu le résultat. Oui, alors ce qui était compliqué pour nous, c'est qu'en aimant l'œuvre de Ril, et en sachant qu'il y avait des grands fans de Ril, on s'est dit, bon, on adapte quelqu'un qui est vivant. Il va avoir un regard sur ce qu'on fait. On avait peur que ça ne lui plaise pas. Et normalement, c'était déjà dans les clous parce qu'il faisait confiance à son éditrice, à Susan Yule. Mais il y a quelques années, la première fois que je le rencontre,
C'était à une lecture de Dominique Pinon qui avait choisi quelques racontars à dire à haute voix à Paris. Et Yann Ril était là. Et on avait fait juste quelques planches. Et à la fin de cette rencontre, de ces lectures, bon, j'aime bien Dominique Pinon, mais je ne venais pas pour lui. J'allais voir vraiment Yann Ril. J'étais assez impressionné de le voir. Et je vois un petit bonhomme très, très dense, en fait, avec des yeux bleus perçants, qui n'exprime pas forcément beaucoup. Et je viens limite tremblant avec les planches qu'Hervé avait réalisées. Et je lui montre, il reste comme ça avec ça. Et à un moment donné, j'ai vu ses yeux qui s'allumaient. Et à ce moment-là, j'ai vu que c'était gagné. Il a reconnu un personnage, il a fait Valfred, et puis ses yeux sont allumés. Et là, j'ai su que les personnages lui plaisaient, qu'il les avait reconnus sans lire le français, etc. Et là, le petit bonhomme s'est réchauffé, en fait. Et tous les contrastes de chaud et froid qui sont dans son œuvre, je les retrouvais juste en quelques secondes dans une rencontre en lui montrant ses planches. Le pacha disait à Voltaire, il fallait perdre ma tête ou la couvrir d'un turban. Alors ça nous amène à un autre récit qui n'a rien à voir, si ce n'est quand même la dimension extraordinaire, qui est celle de Bonneval Pacha. Oui. En fait, il y a un très bon rapport avec les raconteurs. C'est la frontière entre le réel et l'imaginaire. Parce que Bonneval Pacha, en fait, c'est quelqu'un qui a existé dans ma famille au XVIIe et XVIIIe siècle, qui était un militaire, qui était une forte tête, qui s'est fâché réciproquement avec un ministre français. Il est passé chez les Autrichiens, il a fait une carrière extraordinaire là-bas. Ensuite, il s'est fâché avec les Autrichiens, il a dû fuir en Turquie, et puis il a dû effectivement se convertir à l'islam, parce que du coup il était protégé comme ça, sinon il était rendu aux Autrichiens et il risquait de mourir. Et c'est un personnage qui était connu de son vivant, c'était une célébrité. Il a rencontré toutes les personnes importantes finalement qu'on connaît aujourd'hui, et finalement c'est devenu un personnage de seconde zone aujourd'hui, alors que c'était une célébrité à son époque. Il a finalement été promu à un avenir exceptionnel, et c'est devenu un personnage de roman. Et à son époque, il y a des gens qui ont écrit sur lui et qui ont fait vivre des tas de choses complètement rocambolesques qu'il n'avait pas vécu réellement lui-même. Voilà, et ils ont fait croire que c'est lui c'était des fausses mémoires du Pacha, en fait. Et lui, il a réfuté ça, finalement en pensant aussi que ce qu'il avait vécu était plus intéressant que ce qui était dedans. Mais là où c'est plus ambigu, c'est que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup et qui racontait sa vie. Et on voit des choses dans les fausses mémoires, des choses réelles, et qui sont très proches de ce qu'il a raconté. Donc c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il racontait des choses à des gens qui les ont reprises pour ces mémoires-là, qui les ont gonflées, qui les ont détournées, mais on ne peut pas dire qu'il n'a rien à voir avec ça.